Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la chaîne Tchad 24 International. L'ambassadeur des États-Unis en France, Charles Coucher, a été convoqué ce lundi 25 août au Quai d'Orsay après avoir dénoncé l'absence d'action suffisante du président Emmanuel Macron face à la montée de l'antisémitisme dans le pays. Des accusations qualifiées d'inacceptables par Paris. Cécile Maroca. À l'occasion du 81e anniversaire de la libération de Paris et publié dans la presse américaine, Charles Coucher a exprimé à travers une lettre sa profonde inquiétude face à la recrudescence des actes antisémites en France. Le jour du 81e anniversaire de la libération de Paris qui a mis un terme à la déportation des Juifs depuis le territoire français. J'écris avec une profonde inquiétude sur la flambée dramatique de l'antisémitisme en France et sur l'absence d'action suffisante de la part de votre gouvernement pour le combattre, écrit le diplomate. Une prise de position qui a suscité une réaction immédiate de Paris. Le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères a dénoncé des accusations inacceptables, contraires au droit international et au principe d'une non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Selon lui, ces propos ne sont pas à la hauteur de la qualité du lien transatlantique entre la France et les États-Unis et de la confiance qui doit en résulter entre les alliés. Tout en rejetant fermement les accusations de l'ambassadeur, le Quai d'Orsay a rappelé que la montée des actes antisémites en France depuis le 7 octobre 2023 est une réalité que nous déplorons et contre laquelle les autorités françaises se mobilisent totalement. En Afrique du Sud, plusieurs cliniques gratuites de prise en charge du VIH ont fermé leurs portes à la suite de la réduction des aides américaines à l'étranger décidée par Donald Trump. Une situation qui fragilise la lutte contre l'épidémie dans le pays le plus touché au monde. Asiam Kandjara. Même si le gouvernement sud-africain tente de rassurer en affirmant que la subvention américaine d'environ 427 millions de dollars destinée à la lutte contre le VIH est maintenue, l'annonce des coupes budgétaires suscite une vive inquiétude, notamment chez les travailleurs du sexe. Nos vies comptent, nous sommes des êtres humains. Le financement a joué un rôle important dans notre quotidien. Les agents de la clinique venaient chez moi, me testaient tous les 3 mois et m'apportaient les médicaments. À la clinique, je ne me rendais que pour mes ordonnances. Chaque fois que j'avais besoin de préservatifs ou de lubrifiants, la clinique était là, raconte une travailleuse du sexe. En juin, elle n'a pu obtenir qu'un mois de médicaments grâce à une clinique mobile improvisée après les coupes budgétaires. Désormais, l'accès aux antirétroviraux et aux médicaments préventifs devient de plus en plus difficile dans un pays qui compte près de 8 millions de personnes vivant avec le VIH. Les conséquences sont dramatiques. Plus de 60 000 patients étaient suivis dans les 12 cliniques qui ont cessé leur activité et jusqu'à 220 000 personnes ont dû interrompre leur traitement quotidien. Plusieurs ONG tirent la sonnette d'alarme. Nous avons peur. Nous craignons une augmentation du nombre de personnes infectées, des décès et des nourrissons nés avec le VIH à cause du manque de services. En réalité, les fonds de UCED comblaient une lacune que notre gouvernement n'était pas en mesure d'assumer, explique Yvette Raphaël, militante pour la prévention du VIH et du sida. Les experts redoutent désormais des centaines de milliers de nouvelles infections dans les prochaines années en Afrique du Sud, ainsi que des dizaines de milliers de décès supplémentaires si le financement international n'est pas rétabli ou compensé par d'autres sources. Après plus de 2 ans de conflit, le gouvernement soudanais envisage de regagner Khartoum d'ici octobre. Samedi, le vice-président du Conseil souverain Malik Agar et le commandant adjoint de l'armée Shamsaldine Kabashi se sont rendus dans la capitale pour superviser la reprise de services essentiels et évaluer la situation sécuritaire. Suivez le point avec Dela Nathalie. Depuis le déclenchement du conflit le 15 avril 2023, les autorités soudanaises siègent à Port-Soudan sur la mer Rouge. Mais ces dernières semaines, elles ont intensifié leurs efforts pour rétablir les infrastructures de Khartoum et rétablir l'électricité, l'eau et les services de santé en vue d'un retour progressif dans la capitale. Au cours de sa visite, Malik Agar rencontre le gouverneur de l'État de Khartoum, Ahmed Osman Hamza, afin de discuter des préparatifs liés au retour des civils déplacés. Les discussions ont porté notamment sur la remise en état des réseaux d'eau et d'électricité ainsi que sur les mesures de sécurité à renforcer durant le conflit. Le gouvernement de l'État
de Khartoum avait poursuivi ses activités depuis Karari, la seule de cette localité de la capitale restée sous contrôle de l'armée. Selon la plateforme officielle d'information, le gouverneur Hamza a assuré que des progrès notables avaient été réalisés. Toutes les stations de pompage d'eau seraient désormais fonctionnelles et les principales routes dégagées les décombres. À l'occasion du jour de l'indépendance de l'Ukraine, les États-Unis et le Canada ont réaffirmé leur soutien à Kiev, mais avec des approches contrastées. Le point avec Amina Lucien. La Maison-Blanche a confirmé dimanche que les États-Unis n'enverraient pas de forces terrestres en Ukraine. Le président Donald Trump a été clair sur ce point, a déclaré un porte-parole, précisant que Washington continuerait néanmoins à fournir assistance sécuritaire et des garanties à long terme. De son côté, le vice-président Vance a réaffirmé la détermination américaine à rester aux côtés du peuple ukrainien tout en écartant toute implication militaire directe. A l'inverse, le Canada a affiché une posture plus engagée. Le Premier ministre Mark Carney s'est rendu pour la première fois à Kiev depuis son arrivée au pouvoir en mars. Accueilli par le président Volodymyr Zelensky lors des célébrations de l'indépendance, il a réitéré le soutien d'Ottawa à la demande ukrainienne d'obtenir des garanties de sécurité solides dans le cadre de futures négociations de paix. Mark Carney a également laissé entendre que l'envoi des troupes canadiennes pourrait être envisagé, une position contrastant avec la prudence américaine. Parallèlement, les deux pays ont signé un accord stratégique sur la production conjointe de drones destinés à renforcer la capacité de défense de l'Ukraine. Ottawa a en outre annoncé une nouvelle aide militaire de 723 millions de dollars, s'ajoutant aux milliards déjà débloqués depuis le début de l'invasion russe en 2022. En ce jour hautement symbolique pour Kiev, ces annonces traduisent à la fois la solidité du Conseil, du soutien occidental et les divergences d'approche entre alliés quant à un engagement militaire direct en Ukraine. Istanbul a accueilli ce dimanche l'une de ses compétitions sportives les plus emblématiques, la traversée à la nage du Bosphore. Plus de 2800 participants venus de 81 pays se sont élancés depuis la rive asiatique pour rejoindre le côté européen, au terme d'un parcours de 6,5 km. Le point avec Daïdabi François. Créée en 1989, la traversée du Bosphore est devenue un rendez-vous incontournable pour les passionnés de natation, amateurs comme professionnels. L'épreuve est réputée autant pour la force de ses courants que pour son décor unique, reliant deux continents. Dans la catégorie masculine, le Turc Dankan Ulak s'est imposé en 56 minutes et 49 secondes. Chez les femmes, sa compatriote Su Hilal a remporté l'épreuve en 58 minutes et 54 secondes. Au-delà de ses performances sportives, la course porte une forte dimension symbolique, celle de relier l'Asie et l'Europe dans un même effort, tout en mettant en lumière le patrimoine naturel et culturel d'Istanbul. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève notre édition. Merci à vous de l'avoir suivi.